Mon père rit, levant son verre comme pour porter un toast à une blague que je ne comprenais pas. Ce rire n'était pas chaleureux, il était fragile, comme de la glace qui craque dans l'eau. Ta sœur a tout gagné par elle-même, dit-il, sa voix tranchant l'air. Contrairement à toi. Tous les yeux se tournèrent vers moi. La main de ma mère resta suspendue en l'air, au-dessus de la cuillère de service, comme si elle craignait de bouger, comme si le simple bruit du métal contre la porcelaine pouvait déclencher quelque chose. Je me penchai en arrière, sentant une douleur aiguë se nouer au fond de ma poitrine. Les mots sortirent avant que je puisse les adoucir, alors j'arrêterai de t'envoyer de l'argent. Un instant suspendu, personne ne respirait. La couleur quitta son visage. Quel argent ? Son air confus n'était pas réel, c'était celui que portent les gens quand la vérité devient une menace. Et dans ce silence, la maison révéla enfin ce qu'elle avait caché pendant des années. Cette nuit-là, j'ai cessé d'être la fille silencieuse. La nuit où le spectacle prit fin. Avant de vous raconter comment tout s'est effondré après cela, je dois savoir, d'où m'écoutez-vous ? Depuis un mélange de culpabilité et de distance ? Entre devoir et épuisement ? Je demande parce que savoir que je n'étais pas la seule à devoir tracer une limite et la respecter m'aide à respirer. De l'extérieur, nous ressemblions à une famille enviable. Dîner du dimanche, rire soigné, sourire parfaitement cadré, et ces pulls assortis que nous portions sur les cartes de Noël. On n'imaginerait jamais le silence derrière les murs, ni l'énergie qu'il fallait pour maintenir cette façade. La perfection photographie bien, elle est plus facile à imprimer qu'à vivre. Je m'appelle Rachel Shortridge. J'ai 32 ans. La fille silencieuse. Celle qui a appris tôt que la paix à la maison se payait souvent de sa propre voix. Je ne pleurais pas fort, je n'argumentais pas, j'ai appris à observer, à me replier sur moi-même juste assez pour tenir dans le confort des autres. Elena, ma sœur, 2 ans mon aînée, était tout ce que je n'étais pas censée être, brillante, assurée, intouchable. Les professeurs l'adoraient, les voisins la transformaient en trophée de quartier. Chaque bulletin, chaque prix, était une nouvelle célébration familiale, comme si ses victoires justifiaient tous les sacrifices. Mes parents considéraient son succès comme un héritage partagé, quelque chose qu'ils possédaient tous, sauf moi. Mon père, Frank, dirigeait notre foyer comme le restaurant qu'il avait autrefois possédé. Les ordres étaient donnés, non discutés. Sa parole était le menu, et aucune substitution n'était permise. Il croyait que la structure était de l'amour, que le contrôle était de la protection. Peut-être pensait-il nous garder en sécurité. Mais la sécurité fondée sur le silence ne dure pas. Ma mère, douce mais au regard vide, passait ses années à traduire sa fierté en explications dont personne n'avait besoin. Elle était la pacificatrice, la voix douce après la porte claquée, le sourire après l'insulte. Elle portait sa colère comme un vase fragile qu'elle ne pouvait jamais poser. Quand la récession frappa, les fissures apparurent rapidement. Le restaurant ferma en premier, puis les paiements de l'hypothèque commencèrent à traîner. Papa disait que ce n'était que temporaire, que les hommes comme lui trouvent toujours un moyen de rebondir. Mais les lettres de retard s'empilaient et le téléphone sonnait avec des tonalités qui ressemblaient à des sonnettes d'alerte. Je venais de commencer mon travail dans un cabinet d'architecture. Débutante, sous-payée, mais c'était quelque chose. Je n'étais pas stable, mais j'avais peur de les voir tomber. Alors, en silence, je dis à ma mère que j'aiderais jusqu'à ce qu'ils rattrapent leur retard. 5 000 par mois, assez pour respirer, pas assez pour se vanter. Ce n'était pas de la charité, c'était la survie pour nous tous. Chaque virement était une brique de plus dans un mur dont je ne réalisais pas que je le construisais. Un mur entre ce qu'ils pensaient que j'étais la silencieuse et ce que je devenais, celle qui comprenait enfin que l'amour sans respect n'est qu'une obligation déguisée en loyauté. Et quand papa rit cette nuit-là, vers levé, se moquant de ce qu'il ne pouvait pas voir, j'ai compris. Cet argent n'achetait pas la proximité, il achetait seulement le silence. Et le mien venait de s'épuiser. Papa n'a jamais fait confiance à la technologie. Il qualifiait la banque en ligne d'arnaque déguisée, un tour digital pour voler ce qu'un homme avait gagné de ses mains. Selon lui, l'argent vrai avait du poids, on ne pouvait faire confiance qu'à ce qu'on pouvait plier, compter ou cacher dans une enveloppe. Alors, j'envoyais tout sur le compte d'Elena à la place. Elle insistait pour dire que c'était plus simple ainsi, moins déroutant pour eux, plus organisé.
Sa voix portait toujours cette autorité calme qui rendait la résistance ridicule. Je voulais lui faire confiance honnêtement, je crois que j'en avais besoin. Dans notre famille, croire en Elena était une tradition. C'était la règle tacite qui maintenait la paix, elle savait mieux que tout le monde. Et donc, chaque mois, je virais 5 000 de plus, en faisant semblant que ce n'était qu'un petit geste d'amour. C'était devenu un rituel comme payer la dîme à un dieu que l'on ne sent plus, mais que l'on craint encore de décevoir. L'argent quittait mon compte, le silence comblait l'espace où aurait dû vivre la gratitude, et je continuais à me convaincre que le calme signifiait que tout allait bien. Quand papa commença à dire que l'hypothèque était sous contrôle, j'eus un léger frisson de chaleur, quelque chose qui ressemblait à un soulagement. Je l'imaginais dormir plus facilement, le poids tombé de ses épaules. Elena envoyait parfois un message, un mot, géré, ou un emoji pouce levé et nos conversations se résumaient à cela. Pourtant, un malaise me suivait, petit et constant, comme une ombre dont je ne pouvais m'échapper. La prochaine fois que je rendis visite, la maison me salua avec fatigue. La peinture se décollait des encadrements de porte comme une peau fragile, le frigo bourdonnait d'un rythme irrégulier, et une légère humidité flottait dans le couloir. Maman souriait de ce même sourire fatigué qu'elle portait depuis des années, celui qui tentait trop de cacher la déception. Elena s'occupe de tout, dit-elle doucement, d'un ton répété, les yeux jetant un coup vers papa pour vérifier qu'elle avait dit la bonne chose. Je voulais croire ces mots, me sentir rassurée, mais l'air me semblait plus lourd qu'avant, chargé de non-dits. Ce soir-là, le salon était rempli du murmure des informations et du tapotement des ongles manucurés d'Elena sur l'écran de son téléphone. Papa était assis dans son fauteuil inclinable, le volume assez fort pour étouffer toute conversation. Je m'installai à l'ancienne table de la salle à manger, celle gravée de légères rayures de nos devoirs d'enfance, et fixai la photo encadrée au-dessus de la cheminée. 4 visages, souriant comme si rien au monde ne pouvait nous atteindre. Mais maintenant, cette image ressemblait à un mensonge que nous avions tous accepté de protéger. Si je l'avais étudié plus longtemps, j'aurais peut-être remarqué ce qui se défaisait déjà, la distance dans les yeux, l'inclinaison calculée de chaque sourire. Le dîner était préparé comme pour des invités qui n'arriveraient jamais. La table était dressée avec la porcelaine qui restait habituellement cachée dans le placard, réservée au moment de célébration. Le poulet au romarin de maman emplissait la pièce d'un parfum qui signifiait autrefois la sécurité. Cela me rappelait mes 10 ans, rentrant de l'école, courant vers la cuisine avant de me laver les mains juste pour goûter un peu. À l'époque, le silence était paix, pas punition. Maintenant, il pesait comme un bleu sous la peau. Papa remplit son verre d'une main assurée, bien que son rire ait perdu de sa douceur. Il regarda autour de la table comme un réalisateur satisfait de la scène qu'il avait arrangée, puis se tourna vers Elena avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ta sœur a tout compris », dit-il sur ce ton que l'on prend quand la fierté et la performance deviennent une seule et même chose. Instinct. Volonté. Ce genre de flair pour les affaires qui maintient les choses stables. Son regard dériva vers moi, mais le sourire resta destiné à elle. Le compliment frappa comme une lame déguisée en tape sur l'épaule. Je le sentis se fendre sous mes côtes, une vieille blessure rouverte avec une précision silencieuse. J'avalai ma salive et gardai la voix égale. « Je suis heureuse pour elle », dis-je. Les mots sortirent nets, répétés. Je les avais utilisés si souvent qu'ils avaient presque perdu le goût de vérité. Elena leva à peine les yeux de son téléphone. « Tu devrais l'être », murmura-t-elle. C'était détaché, dismissif, le genre de remarque qui reste longtemps après que les assiettes ont été débarrassées. La soirée s'étira. Les conversations dérivèrent vers de vides bavardages sur des voisins que je ne connaissais plus, sur un restaurant que papa regrettait de ne plus posséder, sur le jardin de maman qui n'avait pas fleuri depuis des mois. Je les regardais tous jouer leur rôle, maintenant l'histoire vivante. Et quelque part, entre le bourdonnement du frigo et le tintement des verres de vin, je compris que la paix, dans cette maison, avait toujours été une performance en partie financée par moi. Maman hocha la tête distraitement, ses doigts suspendus au-dessus du plat comme si elle avait oublié quoi faire ensuite. La cuillère tremblait légèrement entre ses doigts, une petite trahison que son visage tentait de dissimuler. Papa gloussa, se penchant en arrière dans sa chaise avec cette familiarité satisfaite de soi. Toute seule, en plus. Pas de coup de main, ajouta-t-il, sa voix lourde de fierté,
qui avait toujours sonné plus comme un avertissement que comme un compliment. L'atmosphère changea si vite et subtilement qu'on aurait dit une variation de pression de l'air. Le bruit de son verre heurtant la table brisa le calme comme un coup de tonnerre par ciel clair. Personne ne respirait. Pendant des années, j'avais su survivre à des moments comme celui-ci, avaler mes mots, sourire malgré la douleur, faire semblant que l'indifférence était de la maturité. J'aurais pu faire pareil encore une fois. Mais quelque chose en moi s'était lassé de prétendre que le silence était une force. Je me penchai en arrière, le dos raide contre la chaise, le pot régulier dans mes oreilles. Alors j'arrêterai de vous envoyer de l'argent, dis-je. Ma propre voix me surprit calme, posée, mais définitive d'une manière qui n'avait pas besoin d'être forte. Tout s'arrêta. Le léger bourdonnement du réfrigérateur s'évanouit en arrière-plan comme s'il retenait son souffle avec nous. La main de maman se figea en plein mouvement. La fourchette d'Elena glissa de sa main, raclant la porcelaine d'un son creux qui sembla résonner beaucoup trop longtemps. Papa cligna des yeux une fois, puis encore, comme s'il essayait de chasser le brouillard de sa vision. Quel argent ? Sa voix n'était pas agressive. Elle était déconcertée, presque enfantine. Et d'une certaine manière, ça faisait plus mal que la colère. Je croisai son regard, refusant de détourner les yeux. Les 5 000 que j'ai virés sur le compte d'Elena chaque mois depuis avril dernier. Pour toi et maman. La confusion assombrit ses traits, les transformant en incrédulité. Tu as été quoi ? Maman se retourna lentement, le teint pâlissant jusqu'à un gris cendré. Elle regarda Elena pas avec accusation, mais avec recherche, comme si elle la suppliait de raconter une version de la vérité qui pourrait arranger les choses. Elena ? Elena se redressa sur sa chaise, épaules raides, yeux fuyants. Elle exagère, dit-elle trop vite, les mots nets mais fragiles. Il y avait des retards, rien de plus. Certains mois arrivaient plus tard. Ce n'est pas ce qu'elle fait paraître. Je secouai la tête, intervenant avant qu'elle ne puisse construire une autre excuse. Le premier de chaque mois, dis-je, calme mais catégorique. Chaque fois. J'ai les confirmations. Le silence qui suivit ne se contenta pas de remplir la pièce, il la disséquait. C'était le genre de silence qui expose, pas qui protège. Même le faible cliquetis de l'horloge dans le couloir sonnait cruel. Les yeux de papa se tournèrent vers Elena, cherchant quelque chose qui pourrait la sauver. Nous n'avons jamais vu un centime, dit-il lentement, comme si goûter les mots pouvait les rendre moins vrais. La mâchoire d'Elena se contracta, les lèvres pressées en une ligne fine et défensive. Tu ne comprends pas, dit-elle, la voix montant. Il y avait des dépenses. Des choses à gérer. J'investissais. C'était pour nous tous. Je la fixai, l'incrédulité me creusant la poitrine. Quel genre d'investissement coûte 60 000 $ et ne te laisse rien à montrer ? Son regard étincela d'agacement, pas de culpabilité. Tu ne comprendrais pas, Rachel. Tu ne crois jamais en rien qui n'est pas garanti. Tu joues la sécurité parce que tu as peur de prendre des risques. J'expirai lentement, forçant la colère à rester contenue pour ne pas déborder. Croire en sa famille ne devrait pas être dangereux, dis-je doucement. Ça ne devrait pas ressembler à un pari avec ceux que l'on aime. La voix de maman se brisa doucement, tremblante sous le poids du moment. Elena, c'est vrai ? Le visage d'Elena se décomposa. Ses yeux allaient de nous l'incrédulité de papa, le désespoir de maman, ma détermination, puis elle baissa les yeux sur son assiette. C'est compliqué, murmura-t-elle, si faiblement que les mots faillirent disparaître sous le bourdonnement de la lumière au-dessus de nous. Personne ne bougea. La vapeur de la nourriture s'était dissipée. La purée avait durci sur les bords, le vin dans le verre de papa restait intact. La chaleur qui avait autrefois rempli cette salle à manger, si elle avait vraiment existé, avait disparu. Je poussai ma chaise en arrière, le bois raclant le sol tranchant le silence. Alors je suppose que c'est son problème maintenant, dis-je, non pas comme une menace, mais comme une vérité qui avait mis trop de temps à surgir. La main de papa se crispa sur le bord de la table, les jointures blanchissant, les veines saillant sous sa peau. Ses yeux restaient fixés sur Elena, qui ne levait pas les yeux, qui refusait de regarder le chaos qu'elle avait créé. Les traits de son visage se creusèrent non pas à cause de l'âge, mais de la prise de conscience.
Les lèvres de maman tremblaient comme si elle voulait parler, mais ignorait de quel côté de l'histoire elle pouvait encore se placer. Pendant un instant, j'eus l'impression que quelqu'un allait crier, pleurer ou supplier. Mais personne ne le fit. La pièce était immobile, lourde de honte et d'incrédulité. Et dans ce silence terrible, quelque chose entre nous céda enfin. Pas avec bruit, mais avec la certitude silencieuse de quelque chose qui ne pourrait jamais être réparé. Dans ce souffle unique entre vérité et déni, quelque chose d'irréversible bascula. Les murs qui avaient autrefois porté des photos de famille et des rires légers semblaient soudain étrangers, creux, comme s'ils écoutaient. La maison n'était plus la même éveillée, alerte, vivante d'une manière terrifiante. Chaque craquement du plancher, chaque soupir des tuyaux, portait la mémoire de ce qui avait été dit. La nuit s'étira à l'infini. L'obscurité avait un poids. L'air était chargé de mots que personne n'osait prononcer. Je m'allongeai dans ma vieille chambre, la même au papier peint fané et à l'odeur de poussière et de lavande, fixant le plafond où les étoiles en plastique s'accrochaient encore, obstinées, de mon adolescence. Leur lueur était faible maintenant, presque gênée de continuer d'exister. Je suivais leur motif du regard, me souvenant des rêves que j'avais sous elles d'évasion, de silence, de quelque chose de plus doux que ceci. Dans le couloir, des voix dérivaient à travers le silence comme des fantômes. Les sanglots de maman arrivaient par intervalles brusques, étouffés, puis s'évanouissant. Les pas de papa suivaient un parcours répétitif de pièce en pièce, lourd, irrégulier, le rythme d'un homme essayant de marcher plus vite que le regret. La porte d'Elena restait close, scellée comme un coffre-fort. Pas de larmes, pas d'excuses, pas de mouvement. Juste l'immobilité. J'allumai ma lampe, la lumière traçant un cercle fragile dans l'obscurité. Sans réfléchir, j'ouvris mon ordinateur portable. Le geste était devenu instinct: clic, frappe, défilement, recherche. J'accédai au portail bancaire, le cœur déjà serré avant même que les chiffres n'apparaissent. Les lignes de transaction me fixaient, froides et indéniables. Des virements de $5000, le premier de chaque mois, tous estampillés de la même date et heure. Chaque ligne rappelait une trahison, ma confiance transformée en secret de quelqu'un d'autre. 60 000. Disparu. Ma propre trace numérique menant droit à la trahison. Le curseur clignait, patient, sans jugement. Mais je ressentais son rythme comme un pouls sous ma peau. J'avais financé le mensonge sans m'en rendre compte, et maintenant la preuve était gravée dans le code. Mes mains tremblaient en refermant l'ordinateur. Il ne restait aucun réconfort dans cette pièce, aucune sécurité dans la nostalgie. Les étoiles au plafond se brouillaient devant mes yeux rougis, et je laissai la vérité peser lourdement sur ma poitrine jusqu'au matin, quand la lumière pâle se glissa par la fenêtre. Quand j'entrai enfin dans la cuisine, l'air était stagnant, chargé d'épuisement et de café froid. Papa était assis à la table, les coudes appuyés sur les genoux, la tête enfouie dans ses mains. Maman se tenait près de la fenêtre, encore en robe de chambre, sa tasse intacte. Le café à l'intérieur était devenu froid depuis des heures, un mince anneau de vapeur séché sur la surface. Elle dit que c'est investi quelque part, murmura maman, le regard vague. Une entreprise. Une entreprise ? Répétai-je, la voix basse mais tranchante. Une entreprise ne paie pas les factures. Elle ne nourrit personne. Elle dévore la confiance. Les épaules de papa se tendirent. Il se frotta le front avec force, les yeux rouges. Nous lui parlerons quand elle se lèvera, dit-il, bien que sa voix manquât de conviction. On aurait dit un homme s'accrochant à la normalité parce qu'il ne savait à quoi d'autre se tenir. Mais Elena ne descendit jamais. Sa voiture avait disparu. Son chargeur de téléphone manquait. Les draps de son lit étaient encore chauds, l'oreiller creusé là où sa tête avait reposé. Le parfum qu'elle portait toujours sucré, cher, suffocant flottait dans l'air comme une accusation. Sur la commode, un seul post-it jaune attendait, écrit de sa main parfaite, ne réagit pas de façon excessive. Je vais arranger ça. Je restai longtemps à fixer ce mot, jusqu'à ce que les lettres se brouillent dans une brume d'encre. Elle n'arrangera rien, dis-je enfin. Elle s'enfuit. Le souffle de maman se bloqua, et le son qui en sortit n'était pas vraiment un sanglot, plutôt quelque chose qui se brisait silencieusement en elle. Papa se leva brusquement, enfila son manteau,
marmonnant qu'il fallait la rattraper, qu'elle devait s'expliquer. Ses gestes étaient maladroits, frénétiques, désespérés. Je tendis la main et attrapai sa manche. « Attends, dis-je, forçant le calme dans ma voix malgré le battement rapide de mon cœur. Tu ne peux pas la poursuivre sans preuve. Laisse-moi m'en occuper. » Il s'arrêta, ses yeux rencontrant les miens. Pour la première fois de ma vie, je vis quelque chose qui ressemblait à un doute en eux, pas à mon égard, mais envers lui-même. Il avait bâti tout son monde sur le contrôle, et maintenant ce monde s'était effondré, le laissant sans aucun appui solide. Après un moment, il hocha lentement la tête. Ce jour-là, je fis ce qu'Elena n'avait jamais imaginé possible. Je cessai de réagir, d'excuser, d'attendre que quelqu'un prenne les commandes. J'ouvris de nouveau mon ordinateur portable, pas pour vérifier des soldes cette fois, mais pour tracer des pistes. Numéros de compte, documents d'entreprise, archives cachées derrière des pseudonymes. Elle croyait être intouchable, que je resterais silencieuse pour toujours. Elle avait oublié qui lui avait appris à tenir son premier carnet de chèques. Elle avait oublié que le silence n'est pas faiblesse. Et alors que je restais assise là, baignée dans la lumière grise du matin, je compris quelque chose de simple et définitif, il ne s'agissait plus seulement d'argent. C'était un compte à régler. Je travaillais sur le problème comme un architecte confronté à un effondrement. Chaque ligne, chaque chiffre, chaque petite incohérence devint partie de la structure que je reconstruisais dans ma tête. Je ne retraçais plus seulement de l'argent, je reconstruisais la confiance à partir des débris, mesurant la tromperie comme un plan d'étage, cherchant les fissures sous la surface. Je commençais par la structure, les archives. Des dizaines de transactions alignées comme des poutres sur une grille, chaque horodatage une encre. Je les examinais comme j'étudierais les fondations d'un bâtiment méthodiquement, avec précision, sans pitié. Puis vinrent les points vulnérables, les moments où les fonds changeaient de direction. Là, la vérité attendait. Chaque dépôt, chaque confirmation renvoyait au même endroit le compte d'Elena. Toujours son nom, là, comme une signature sur la trahison. Le soir venu, la lueur de mon ordinateur avait remplacé la lumière du jour. La lumière bleue de l'écran baignait mon bureau, illuminant piles de notes, relevés imprimés et café à moitié bu devenu tiède. Evan passa après le travail. Il s'appuya contre le comptoir, observant en silence pendant que je faisais défiler d'interminables chiffres. « Tu creuses assez profondément » murmura-t-il, sa voix douce mais prudente, comme s'il craignait d'interrompre le courant dans lequel j'étais prise. « Je dois le faire, dis-je, sans lever les yeux. Il ne s'agit pas seulement d'argent disparu. C'est de la durée pendant laquelle elle m'a regardé dans les yeux et menti. De la facilité avec laquelle elle pensait que je ne remarquerais jamais. » Il souffla lentement. « Alors, quel est le plan maintenant ? » « D'abord la banque, répondis-je. Puis je parle à quelqu'un qui peut rendre ça officiel. » Le lendemain matin, j'entrai dans l'agence, les lumières fluorescentes clignotant au-dessus de moi comme des lampes d'interrogatoire. La responsable, une femme en blazer impeccable et aux yeux fatigués, m'accueillit avec une politesse teintée de méfiance. Lorsqu'elle consulta les relevés, ses sourcils se froncèrent. Elle tapa quelques touches, les lèvres serrées en ligne. « Ces transactions n'ont pas fini là où vous les avez envoyées, dit-elle enfin, glissant légèrement l'écran vers moi. Son doigt suivait une ligne de données. Les fonds avaient été redirigés vers un destinataire secondaire. Des transferts privés, non autorisés en tant que compte partagé. Mon pouce accéléra. Qui les a reçus ? Elle hésita, scrutant à nouveau l'écran, puis baissa la voix. Un homme nommé Mason Veil. Le nom me frappa comme une chute soudaine, un déclic dans mon esprit qui s'alignait parfaitement. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais une direction, un nom, un indice, un fil que je pouvais suivre hors de l'obscurité. Dehors, l'air hivernal était mordant et vif. Le vent me piqua les joues alors que je mettais un pied sur le trottoir. La neige s'accrochait aux bordures, gelée en crête grise. Je resserrai mon manteau, ma respiration formant de petits nuages visibles. À voix basse, je murmurai pour moi seule, « Tu voulais jouer avec la confiance, Elena. Voyons maintenant combien la vérité peut coûter. » Pendant les jours suivants, la maison vécut dans un calme inquiet. Maman et moi traversions les mêmes pièces mais parlions peu. Elle fixait son café plus qu'elle ne le buvait.
Je travaillais tard, fouillant, suivant des pistes à travers des ombres numériques. Chaque document, chaque chiffre, chaque détail qu'Elena avait touché. Papa passait des heures dans son bureau, entouré de piles de papier qu'il ne reconnaissait plus. Je l'entendais parfois arpenter la pièce, murmurant des noms, le bruit des tiroirs qui s'ouvraient et se refermaient, le papier qui se déchirait sous la frustration. Puis, 3 matins plus tard, la sonnette déchira le silence. L'aube venait à peine de colorer le ciel. L'air dans la cuisine sentait le toast brûlé et la fatigue. Maman se tenait près de l'évier, sa robe nouée lâchement, regardant par la fenêtre comme si des réponses pouvaient apparaître dans le givre. Je rinçais une tasse quand la sonnette retentit de nouveau ferme, délibérée. Mon estomac se serra. Les visiteurs étaient devenus rares. J'ouvris la porte. Un homme se tenait sur le perron, décontracté mais maîtrisé. Jean, sweat à capuche gris, manteau ouvert malgré le froid. Ses cheveux étaient légèrement humides à cause du brouillard, et un sourire étudié courbait ses lèvres, un de ces sourires construits pour persuader, pas pour réchauffer. « Bonjour, dit-il facilement, le ton étudié, confiant. Vous devez être Rachel. » Le son de mon nom prononcé par un inconnu mit mes instincts en alerte. « Qui demande ?» dis-je, la main toujours posée sur l'encadrement de la porte. Il tendit une main que je n'attrapais pas. « Mason. Mason Veil. » Le nom tomba comme du métal. Mon pouce s'emballa. « Elena. »« Mason, » dis-je avant de pouvoir me retenir. Il gloussa légèrement, ce genre de rire que l'on utilise pour désamorcer la tension. « Je suppose que vous pouvez m'appeler ainsi. » Derrière moi, j'entendis le lent grincement des escaliers, le bruit régulier de pas descendant ceux de papa. Ses mouvements étaient maintenant délibérés, plus lourds qu'avant, chaque pas portant le poids de la prise de conscience. Mason ajusta sa posture, ses yeux glissant brièvement au-delà de moi vers le bruit. « Nous devrions parler, » dit-il doucement. « D'Elena. Et de l'argent. » La façon dont il prononça son nom mesuré, délibéré me dit tout. Ce n'était pas un étranger perdu dans notre chaos. Il en faisait partie. Une autre pièce du plan qu'Elena avait dessiné derrière des portes closes. Pour la première fois depuis la nuit où tout avait éclaté, je sentis le sol se déplacer à nouveau, non pas à cause de la perte, mais du tremblement qui précède l'éclatement de la vérité. Il s'avança, ses pas délibérés, presque silencieux sur le sol. Son ton chuta, un murmure destiné uniquement à moi. « Pourquoi êtes-vous ici ?» Mason leva un dossier fin entre 2 doigts, le geste étrangement casual, comme quelqu'un présentant une trêve. « Juste pour régler un petit malentendu, » dit-il d'un ton fluide. « Elena voulait que je vous remette ceci. Preuve de notre projet commun. » Maman apparut dans l'encadrement de la porte, la main agrippant le bois pour se soutenir. Son visage était pâle, les lèvres tremblantes comme si chaque mot risquait de la briser. « Projet ?» répéta-t-elle. Le sourire de Mason réapparut confiant, soigné, étudié. « Un petit projet, » expliqua-t-il, glissant dans son ton appris. « Nous développons une plateforme numérique, un lieu où les créateurs indépendants peuvent atteindre de nouveaux marchés. Commerce durable, design moderne, artisanat local. Nous aidons les gens à se faire connaître. » Il rendait cela noble, presque visionnaire. Le genre de discours qui pourrait convaincre quiconque n'aurait pas encore vu à travers la fumée et les miroirs. Je me mis sur le côté, désignant la table de la salle à manger. « Montrez-nous, » dis-je doucement. Mason entra avec l'assurance de quelqu'un convaincu que le charme pouvait acheter le pardon. Il déploya le contenu de son dossier, brochure brillante, graphique en couleur, capture d'écran mise en scène d'un logiciel inexistant. Des phrases comme scaling stratégique et indicateur cible sautaient des pages comme de pauvres tours de magie. Des lignes de jargon sans sens, des graphiques montant vers un succès invisible, des tableaux intitulés phase 1 et expansion projetée. Chaque page hurlait contrefaçon. Papa prit la pile, la feuilletant lentement. Sa mâchoire se contractait à chaque feuille tournée, les yeux plissés au fur et à mesure que la réalité s'imposait. « Ce n'est pas réel, » dit-il enfin, la voix plate, chargée d'une colère contenue. Le sourire de Mason vacilla, mais il garda son calme. « Toute grande idée commence quelque part, » répondit-il, tentant de se reprendre.
$60 000, quelque part, répliquai-je sèchement, le chiffre tranchant l'air comme une lame. Ses yeux se tournèrent vers moi, feignant le calme mais trahissant l'illusion. Tu as été en contact avec elle, dit-il, observant attentivement. Je soutins son regard. Non. J'ai été en contact avec les gens qui s'occupent réellement de l'argent. Un instant, le silence pesa sur la pièce. L'atmosphère changea plus dense, plus lourde. Les doigts de maman s'agrippèrent au dossier d'une chaise, comme si le bois pouvait la maintenir stable. La respiration de papa devint audible, rauque, irrégulière. Mason s'appuya contre le comptoir, tentant de retrouver sa posture détendue. Sa voix s'abaissa. « Tu ne comprends pas, dit-il. Elle voulait que ça fonctionne. Elle avait confiance dans le processus. Elle me faisait confiance. Et toi, tu l'as laissé faire, répliquai-je. Parce que sa foi payait tes factures. » Un muscle de sa mâchoire tressaillit, la première fissure réelle dans son assurance. Il ouvrit la bouche, mais avant qu'il ne puisse répondre, un bruit trancha la tension, le crissement de pneus sur le gravier. Nous nous tournâmes tous les trois vers la fenêtre. À travers le verre, une voiture blanche familière apparut, glissant sur l'allée comme un souvenir non invité. Le véhicule s'arrêta, le moteur bourdonnant un instant avant de s'éteindre. La portière s'ouvrit. Elena en sortit. Même sous un ciel gris terne, elle semblait mise en scène pour un public, lunettes noires cachant ses yeux, manteau serré à la taille, talons claquant sur les pierres. Ses cheveux étaient impeccables, pas un seul brin de travers. Elle ajusta son col et leva le menton comme quelqu'un arrivant à une réunion, pas un compte à régler. La porte d'entrée grinça lorsqu'elle entra, le parfum la précédant frais, cher, délibéré. La pièce se figea. La main de maman couvrit sa bouche. Papa resta figé près de la table, le visage impassible. Le regard d'Elena se posa sur Mason, et pour la première fois, son masque vacilla. Une lueur d'alarme traversa son visage avant qu'elle ne la chasse. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, la voix plus tendue qu'elle ne le voulait. La posture de Mason se détendit immédiatement, comme un homme pris dans la tempête de quelqu'un d'autre. « Elena » dit-il doucement, presque tendrement. L'air entre eux semblait électrique, chargé d'histoire, de tromperie et du léger bourdonnement de tout ce qui allait s'effondrer. « Chérie » dit Mason, la voix douce mais tremblante sur les bords, « je t'avais dit que j'allais arranger ça. » La mâchoire d'Elena se raidit, ses lèvres s'entr'ouvrant juste assez pour laisser passer la fureur. « Tu n'étais pas censé venir ici, » siffla-t-elle, la voix fragile de panique. La réponse de papa vint basse, calme et dévastatrice de précision. « Tu as pris l'argent de ta sœur, » dit-il, chaque mot pesant comme de la pierre. « Et ensuite tu as menti à toutes les personnes qui t'ont jamais aimé. » Les yeux d'Elena allaient de moi à maman puis à papa, cherchant une trace de miséricorde qui n'existait plus. « Ce n'est pas ce que ça semble être, » parvint-elle à dire. « Alors dis-moi ce que c'est, » répliquai-je en m'avançant. Parce que $60 000 ont disparu, l'hypothèque s'effondre, et d'une façon ou d'une autre il se balade dans une voiture qui vaut plus que la maison. Sa tête se retourna vivement vers Mason. « Tu avais promis, » dit-elle, la voix brisée. « Tu as dit qu'on doublerait la somme en 12 mois. » Mason haussa les épaules avec nonchalance, feignant l'indifférence. Les choses changent. Les marchés évoluent. Les plans se transforment. Plan, répéta papa, puis son poing s'écrasa contre la table. Le bruit résonna dans la cuisine comme le tonnerre, faisant trembler les verres. Tu as volé ton propre sang. Elena sursauta mais s'accrocha à sa mince façade de contrôle. Ce n'est pas du vol si c'était un investissement, dit-elle faiblement. Nous avions juste besoin de plus de temps. La voix de maman vacilla derrière moi, fragile comme du verre. On a arrêté de payer les factures parce qu'on te faisait confiance, murmura-t-elle. On croyait que tu aidais. Le silence qui suivit était étouffant. L'air lui-même semblait lourd, comprimé par la trahison. Même le bourdonnement du réfrigérateur s'était tu, comme si la maison écoutait. Je me tournai vers Mason, m'avançant jusqu'à sentir la faible trace de son eau de Cologne et de la tromperie. Alors dis-moi, dis-je doucement, qu'est-ce que tu fais réellement quand tu n'arnaques pas les gens ? Il inclina la tête, feignant l'assurance, ce même sourire lisse revenant sur ses lèvres.
Je suis entrepreneur. Vraiment? Demandai-je. Parce que d'après les registres publics, ta dernière entreprise fait l'objet d'un procès et tu dois 3 années de pension alimentaire. Un tressaillement passa dans sa mâchoire. Sa contenance vacilla, son masque se fissura d'un pouce. Elena cligna des yeux, stupéfaite. De quoi parles-tu? J'ouvris mon téléphone et fis défiler les messages que j'avais sauvegardés. Une femme est passée hier, dis-je. Elle avait un tout petit. Elle te cherchait. Je lui montrai la conversation de texto désespérée, la photo, le nom qu'elle m'avait donné. La main d'Elena monta à sa bouche quand la réalité la frappa. Tu m'as menti, souffla-t-elle. Mason expira brusquement, l'agacement brillant dans ses yeux. Je n'ai pas menti, maugréa-t-il. Je ne t'ai juste pas tout dit. Ce n'est pas de l'honnêteté par omission, répondis-je. C'est de la manipulation. Papa repoussa sa chaise et fit le tour de la table, jusqu'à se retrouver à quelques centimètres de Mason. Son regard était de l'acier. Tu n'as plus rien à faire ici, dit-il. Sors avant que je ne te mette dehors. La posture de Mason se raidit, son sourire disparaissant complètement. Tu ne peux pas l'empêcher d'être avec moi, dit-il. Ce n'est pas une enfant. Elle a le droit de décider. La voix d'Elena se brisa en répondant. Je décide maintenant, dit-elle, les larmes dévalant ses joues. Et je ne pars pas avec toi. L'expression de Mason se durcit. Sa main se projeta vers son bras, trop rapide, trop familière. L'instinct prit le dessus sur la réflexion. Je bougeai sans hésiter, me plaçant entre eux. Ne la touche pas, dis-je, la voix tranchante comme du verre. Quelque chose dans mon ton le figea. Sa main resta suspendue dans l'air, à quelques centimètres de moi, avant de retomber le long de son corps. Puis, faible au départ, un bruit se fit entendre sourd, lointain, s'approchant. Des sirènes. La couleur quitta le visage de Mason. Qu'est-ce que tu as fait? Demanda-t-il, la voix montant. Je soutins son regard, sans ciller. Je rends juste l'appareil, dis-je calmement. J'ai appelé la police il y a 1 heure. Ils sont très intéressés à retrouver cet argent disparu. Des lumières rouges et bleues inondèrent les fenêtres, clignotant sur les murs comme un jugement. Les pneus crissaient dehors. Mason recula, paume levée, les yeux cherchant la sortie. Vous ne pouvez rien prouver, murmura-t-il, mais l'accent de peur trahissait ce qu'il ne pouvait cacher. La porte d'entrée s'ouvrit alors que 2 policiers entraient, leurs uniformes captant la lumière. L'un d'eux parla fermement. Mason veille? Il ne répondit pas. Monsieur, répéta l'officier en s'avançant, nous avons des questions concernant plusieurs rapports financiers liés à votre nom. Vous devez nous accompagner. Maman s'effondra sur une chaise, tremblante, les larmes brillant sur ses joues. Papa resta droit mais silencieux, le poids de la colère et du chagrin inscrit sur son visage. Elena regarda Mason une dernière fois, sa voix à peine un souffle. Tu m'avais promis un avenir, dit-elle. Il se tourna vers elle, une trace d'amertume perçant son charme. Je t'en ai donné un. Tu n'as juste pas aimé le prix. Les policiers s'avancèrent, lui passant les menottes, le clic métallique résonnant dans la maison. Les lumières du véhicule de police pulsaient à travers la porte ouverte, peignant le visage d'Elena de couleurs changeantes entre culpabilité et incrédulité. Lorsqu'ils l'emmenèrent dehors, le silence qui suivit n'était pas vide. Il était purifiant. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, la maison semblait enfin pouvoir respirer. Mason veille? Demanda l'un des officiers, la voix ferme, tranchant la tension comme un couteau. Mason tenta de forcer un rire, celui destiné à désarmer, à charmer, à convaincre le monde qu'il était intouchable. C'est une erreur, dit-il, feignant la décontraction, mais le tremblement dans sa voix trahissait la panique. Les menottes se refermèrent sur ses poignets, le métal mordant froid sur la peau, et le rire se brisa. Elena s'effondra sur la chaise la plus proche, les épaules voûtées, tout son corps tremblant comme si le sol sous elle s'était transformé en glace. Ses doigts s'agrippaient au bord de l'assise comme pour se maintenir en place. Papa s'appuya contre le comptoir, la tête baissée, pâle et silencieux, chaque ligne de son visage tendu, rigide de stupéfaction.
Maman enfouit son visage dans ses mains, le son de sanglots étouffés remplissant la pièce, tremblant à chaque expiration. Alors que les officiers guidaient Mason vers la porte, il me lança un regard par-dessus son épaule. Sa voix devint un murmure, bas et venimeux, destiné à piquer. Tu crois avoir gagné. Il y a toujours une autre version de moi quelque part. Je soutins son regard sans fléchir. Alors j'espère qu'elle en rencontrera une, dis-je, voix calme mais lourde de finalité. La porte claqua derrière lui, laissant un silence semblable à un souffle après la tempête. La maison sembla se détendre, expirant pour la première fois depuis des mois, libérant la tension accumulée comme la poussière dans chaque recoin. 2 semaines plus tard, le téléphone sonna. La voix à l'autre bout confirma tout, le réseau de tromperie de Mason avait été exposé. Plusieurs victimes, histoires identiques, promesses identiques, toutes soigneusement orchestrées pour piéger la confiance. Mason avait plaidé coupable. Le procureur avait maintenant besoin du témoignage d'Elena pour renforcer le dossier. Au début, elle recula à cette idée. « Je ne peux pas revivre ça », murmura-t-elle, la voix tendue par la peur persistante. « Tu l'as déjà affronté », lui rappelai-je doucement. « Tu as survécu. » Au tribunal, Elena s'assit à côté de moi. Ses doigts s'enroulèrent autour des miens sous la table, ses ongles pressant légèrement sur ma peau pour se recentrer. Elle parla lentement, délibérément, décrivant chaque détail de la manière dont Mason l'avait manipulé, comment il avait utilisé mes virements comme capital initial pour ses combines. Sa main tremblait, mais chaque mot tombait net, mesuré, sans fléchir. Quand Mason tenta de croiser son regard, elle refusa de le regarder. Pas une seule fois. Lorsque le verdict tomba 3 ans de prison, 18 mois sans libération conditionnelle, la salle resta immobile. Pas de cris, pas d'applaudissements, juste un souffle collectif de soulagement. La main de papa trouva la mienne sous la table, serrée et rassurante. Maman se pencha, épaules secouées par des sanglots silencieux. Elena laissa échapper un souffle semblable à une reddition, le poids de la peur qu'elle portait enfin levé. Alors que l'huissier escortait Mason, ses yeux s'attardèrent brièvement sur Elena et moi, cherchant une expression capable de blesser, d'intimider ou de supplier. Il n'en trouva aucune. Rien. Dehors, les marches du tribunal luisaient sous le soleil matinal. Nous avançâmes ensemble dans la lumière froide et brillante, l'air vif et presque purifiant, piquant nos joues. Pour la première fois depuis des semaines, le monde ne brûlait plus. Il semblait clair, ouvert, honnête. Plus tard ce soir-là, de retour à la maison, je me tenais dans le jardin, tenant une petite boîte. À l'intérieur se trouvaient des fragments du passé photo, reçus usés, notes manuscrites qu'il avait laissées derrière lui. Le vent soufflait doucement, portant l'odeur de l'herbe hivernale, et Elena se tenait à mes côtés, épaules détendues, la tension presque disparue de sa posture. « Es-tu sûr de vouloir faire ça ?» demandai-je, tenant la boîte avec précaution, la flamme d'une allumette tremblante entre mes doigts. Elle hocha la tête, la voix ferme. « Ça ne veut plus rien dire. » J'allumai l'allumette. La petite flamme vacilla d'abord, puis s'affirma. Le papier s'enflamma dans un crépitement doux, se recroquevillant sur lui-même, la fumée montant en fine spirale vers le ciel nocturne. Tout ce qu'il avait touché, chaque parcelle de tromperie et de manipulation, se transforma en cendres. L'odeur du papier brûlé emplit l'air, mêlée au froid hivernal. Elena et moi restâmes là, silencieuses, laissant un sentiment de clôture nous envahir. Pour la première fois depuis longtemps, le jardin derrière nous semblait un sanctuaire plutôt qu'un champ de bataille. La maison paraissait plus petite, moins oppressante. Le feu dévorait le passé, laissant place à quelque chose de neuf, quelque chose d'honnête. Nous restâmes là, ensemble, en silence, regardant les braises s'éteindre, sachant que cette nuit cet acte simple de destruction marquait la ligne entre ce qui avait été et ce qui pouvait enfin commencer. Nous observions la fumée monter en volutes fines dans le ciel pâle de janvier jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres grises flottant paresseusement dans la cour. La voix d'Elena, à peine audible, tremblait. Il m'apprit tellement de choses. Je croisai son regard et parlai avec détermination tranquille. Alors nous ferons en sorte qu'il ne touche jamais une autre vie. Au printemps, le changement s'était installé dans tous les recoins de la maison.
Elena trouva un poste modeste dans un bureau du centre-ville, le bourdonnement des néons et le rythme de la routine la stabilisant comme elle ne s'était jamais autorisée auparavant. Maman retourna au jardin, genoux pliés, mains dans la terre, faisant naître la vie d'un sol récalcitrant. La rambarde de la véranda, longtemps négligée, brilla de nouveau après que papa eut passé des heures à poncer, peindre et restaurer autre chose que du bois de l'attention, du soin, de la fierté. Le silence, autrefois pesant, ressemblait maintenant à une couverture douce. Le calme ne pesait plus, il laissait place à la conversation, à la réflexion, au rire. Un après-midi doux, Elena s'approcha de moi, les mains serrant une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait une photo de nous deux à la foire du comté, dents écartées, visage strié de coups de soleil et de glace à la vanille. Les doigts collants, le rire figé dans un instant où l'innocence pesait plus lourd que la trahison. Au verso, dans son écriture irrégulière, un simple message, merci de ne pas avoir abandonné sur moi, même quand je le méritais. Je ne répondis pas par des mots. Je l'enveloppai dans un câlin qui parlait pour nous deux, long et ferme. Pour une fois, la maison n'avait pas besoin d'explications ni d'histoire pour se tenir debout. Elle respirait simplement avec nous. Les jours qui suivirent le procès avaient un rythme étrange, comme si l'électricité avait été réacheminée à travers les murs. La lumière du matin inondait le sol de la cuisine à travers les rideaux ouverts, formant des bandes chaudes et dorées. Papa errait dans les rues tranquilles au lever du soleil, la tension dans ses épaules fondant lentement. Elena abandonna ses anciennes performances, plus de coiffure méticuleusement calculée, plus de sourire fin, plus de confiance empruntée. Elle bougeait avec une énergie ancrée, hésitante mais réelle, construisant une nouvelle identité jour après jour. Son travail de bureau n'était pas glamour, mais elle y trouvait satisfaction dans la stabilité. Chaque soir, elle revenait avec une boîte à lunch modeste, ses mains désormais marquées de lignes fines et honnêtes traces d'efforts plutôt que de tromperies. Parfois, je la trouvais accroupie dans le jardin avec maman, plantant des semis de basilic et de thym, les mains couvertes de terre, riant doucement mais sincèrement. Le romarin prospérait toujours, la même herbe qui avait assaisonné le poulet ayant déclenché toute cette tempête. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les arbres, papa s'assit à mes côtés à la table de la cuisine. Je triais les factures, le papier froissé sous mes doigts. Je crois que nous l'avons façonné ainsi, murmura-t-il, voix basse, teintée de regret. Nous n'avons cessé de la traiter comme spéciale jusqu'à ce qu'elle croie que l'échec était impossible. Je le regardai calmement. Nous avons tous joué notre rôle. Mais maintenant, nous réparons. Il expira lentement, ses épaules relâchant une tension qu'il ne savait pas avoir portée. Je suis fier de toi, Rachel, dit-il, et ses mots frappèrent plus fort que je ne l'avais prévu. Pas de comparaison, pas d'attente, juste une reconnaissance, pure et lourde. Plus tard, Elena apparut, portant 3 tasses de thé fumantes, l'arôme s'enroulant autour de nous. Elle posa une tasse devant papa, une devant maman, et me tendit la dernière avec un petit sourire. La cuisine était chaude, pleine de renouveau silencieux, la lumière du soleil se mêlant aux ombres et à la vapeur s'élevant des tasses. Nous n'avions pas besoin de parler immédiatement, nous existions simplement ensemble dans ce moment, ordinaire et entière. Dehors, le jardin frémissait sous la douce brise du soir. De minuscules pousses vertes se dressaient, résistantes et modestes, comme le début d'une seconde chance. Et pour la première fois depuis longtemps, on avait l'impression d'avancer, non plus de fuir le passé, mais enfin de vivre au-delà de lui. Nous allons y arriver, murmura Elena, la voix légèrement tremblante, quelque part entre réassurance et prise de conscience. Son regard restait accroché au salon, aux espaces que nous avions tous récupérés, morceau par morceau. Pour la première fois depuis des années, je la crus non pas comme un vœu pieux, ni comme un mensonge plein d'espoir, mais comme une vérité tranquille et certaine. La maison elle-même semblait respirer différemment. Les murs ne portaient plus l'attention comme un brouillard épais. Il y avait du calme, oui, mais le genre de calme qui vient de l'honnêteté, des moments enfin nommés et affrontés, et non dissimulés sous des sourires et des conversations polies. La lumière du soleil inondait les fenêtres, réchauffant les coins refroidis par des années d'incertitude. L'odeur de la lessive se mêlait à de faibles traces de romarin du jardin, et le murmure de la vie à l'intérieur semblait régulier, presque doux. Un mois plus tard, je fis ma valise pour Seattle. Chaque objet plié,
chaque tiroir vidé, ressemblait à une petite déclaration, je quittais le passé, emportant seulement ce qui comptait. Maman s'affairait dans la cuisine, empilant soigneusement les vêtements pliés, ses gestes précis mais détendus, avec une grâce tranquille que je n'avais jamais remarquée auparavant. Papa était assis à la table avec son café, le journal ouvert devant lui, murmurant doucement face aux gros titres. Il y avait là une familiarité calme, un rythme que nous avions perdu et que nous redécouvrions maintenant ensemble. Elena m'accompagna jusqu'à la voiture, les manches de son sweat retroussées jusqu'au coude, les avant-bras parsemés de fines traces de terre du jardin. Son expression était douce, sans défense, la tension de l'année passée remplacée par quelque chose de plus stable, l'acceptation, peut-être, ou simplement le soulagement. « Tu pars vraiment ?» dit-elle, la voix basse et précautionneuse. « Il est temps que je réponde », répondis-je, et à cet instant, le poids des années de silence et de vérité non dite sembla presque disparaître, s'envolant de mes épaules. Avant que je ne m'installe au volant, elle glissa une petite enveloppe dans ma main. Je baissai les yeux, reconnaissant l'écriture familière. À l'intérieur, une photo de nous enfants, visage collant de barbe à papa, rire figé en plein écho, insouciant et léger. Au verso, un simple mot griffonné. Parfois, il faut tout perdre pour voir ce qui vaut la peine d'être gardé. Je glissai précautionneusement la photo dans la poche de ma veste, comme un talisman. Je montai dans la voiture, tournai la clé et regardai le rétroviseur. La maison s'éloignait dans le lointain, plus petite, plus légère, presque fragile mais vivante, renouvelée, pleine de possibilités. Alors que les pneus crissaient sur l'allée, une certitude tranquille s'installa dans ma poitrine. La famille n'a pas le pouvoir de vous détruire, sauf si vous le permettez. On peut prendre la douleur, les erreurs, les trahisons, et pourtant créer des moments de paix, des instants d'honnêteté, des moments d'amour. La route à venir était longue et inconnue, mais pour la première fois, elle ne semblait pas effrayante. Elle ressemblait à un foyer, juste une version différente, bâtie sur la vérité, la responsabilité et le courage tranquille de continuer d'avancer. Si cette histoire résonne en vous, souvenez-vous que vos expériences comptent. Partagez votre propre parcours dans les commentaires, et abonnez-vous pour plus d'histoires de résilience, de réconciliation et de clarté durement acquise qui vient de l'affrontement de ce qui était caché à la vue de tous.